Troisième incertitude, on va évoquer celle liée au juridique. Vous allez entendre Joël Sabot, mandataire URSSAF, 2 minutes 40 d'explication, et nos intervenants vont pouvoir réagir aux propos de Joël Sabot dans un instant. Les entreprises qui subissent des contrôles URSSAF sont face à une incertitude, une insécurité juridique pour différentes raisons. Même si les règles et les lois sont identiques pour l'ensemble des entreprises, l'interprétation des textes peut être différente selon les URSSAF, ainsi que la position de certains inspecteurs qui peut générer le sentiment d'insécurité pour les entreprises. Chaque année, les URSSAF vont orienter le contrôle vers des thèmes ciblés. Par exemple, en Ille-et-Vilaine, les inspecteurs URSSAF, lors d'une rupture conventionnelle pour des personnes âgées de plus de 55 ans, réclament un document qui émane de la CARSAT, document qui n'est pas prévu par un texte de loi. Et ce document sert à prouver que le salarié ne bénéficie pas de ses droits à la retraite. Et la CARSAT ne fournit jamais ce document à l'entreprise contrôlée. Un autre sujet d'incertitude pour les entreprises, c'est la notion de travail dissimulé avec une vision assez restrictive qui est définie par l'URSSAF. Un exemple concret, le recours à un auto-entrepreneur, des heures supplémentaires non payées sont pour l'URSSAF du travail dissimulé avec les conséquences financières dramatiques pour l'entreprise, vu le reversement des cotisations qui ont été accordées à l'entreprise sur l'ensemble des salariés et qui représentent des montants très significatifs et qui peuvent amener l'entreprise à aller jusqu'au redressement judiciaire. Un autre exemple d'insécurité au niveau des transactions, la transaction est un contrat entre l'employeur et le salarié qui termine la relation contractuelle. Et les inspecteurs URSSAF requalifient souvent en éléments de salaire ces éléments de transaction, ce qui est abusif et n'est pas normal. Quels sont les moyens dont pourrait disposer le MEDEF pour sécuriser les entreprises et faire évoluer la position des URSSAF plus dans un rôle d'accompagnement plutôt que de sanction? Comment voulez-vous que les entreprises soient sécurisées si les inspecteurs URSSAF réclament des attestations qui normalement n'est pas prévue par un texte de loi? La nouvelle loi sur le droit à l'erreur va-t-elle être suffisante pour sécuriser l'entreprise demain? Yann Le Jolivet. Alors, donc d'abord à travers Joël, remercier tous les mandataires, on l'a déjà fait ce soir. Comme je suis en charge des mandats, je rappelle leur rôle qui est très important. Vous voyez, on est dans des problèmes qui sont très très concrets, qui correspondent véritablement à votre vécu au quotidien. Et donc je fais chaque année appel aux bonnes volontés en candidature. Alors à travers l'exemple de l'URSSAF, et comme Joël est chef de file sur l'URSSAF, on parle essentiellement de l'URSSAF, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on est arrivé pour les prud'hommes à avancer intelligemment sur un certain nombre d'incertitudes qu'on a réussi à réduire, en tout cas à mettre de la clarté par rapport à des conséquences de décisions judiciaires qui peuvent être très fortes. Or, on constate que dans d'autres domaines de contrôle, et la question n'est pas de contester les contrôles, ils sont nécessaires, voilà, ils sont utiles, la question n'est pas là. En revanche, trop souvent encore, on s'aperçoit que les contrôleurs sont les redresseurs. C'est-à-dire que, alors qu'en comptabilité publique, traditionnellement, on sépare les ordonnateurs et les comptables, là, on a des contrôleurs qui sont des redresseurs, avec des décisions de justice qu'il faut attendre parfois plusieurs années, c'est le temps normal de justice. En revanche, les conséquences immédiates en trésorerie peuvent être énormes, avec des décisions qui peuvent être favorables aux entreprises qui ont contesté un redressement et qui, malheureusement, entre-temps, ont soit disparu, soit ont subi d'importantes conséquences. Voilà, est-ce qu'on ne peut pas avancer là-dessus ? Geoffroy Roux de Bézieux, sur ce qu'a dit Joël Sabot, alors je ne serais pas capable de rentrer dans le détail des questions qu'elle pose. J'ai envie de vous dire trois choses. D'abord, on a eu M. Darmanin à déjeuner tout à l'heure. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, il a dit maintenant l'URSSAF va être votre ami. Quand on voit Popo de Joël, on sent qu'il y a quand même du boulot. Comment est-ce qu'on est arrivé là, finalement, si on prend un peu de recul ? Parce qu'on a une réglementation qui est extrêmement complexe, qui est l'agglomération, j'ai envie de dire la sédimentation au sens géologique du terme, de réglementations qui s'accumulent et qui sont interprétables
par le terrain. C'est la même chose en fiscalité. Du coup, ça n'est plus le législateur qui fait la loi, c'est le contrôleur qui fait de la jurisprudence, avec en plus aucune sanction pour le contrôleur quand il se trompe, puisque en matière fiscale, c'est encore pire. Quand on perd, enfin quand on gagne au contentieux, on gagne 7, 8, 9, 10 ans après. Et donc, le contrôleur qui a fait son contrôle, lui, il a rempli son taf, pardon de dire ça. Il doit avoir tant de redressement dans l'année. Il a fait, il a comme un bon commercial, si j'ose dire, il a rempli son objectif. Et le fait que l'argent ne rentre jamais, ou en tout cas qu'il ait rendu à l'entreprise, n'est pas son sujet. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait au MEDEF? Bon, on a beaucoup poussé sur cette histoire de droit à l'erreur, mais en réalité, c'est un principe philosophique intéressant, mais qui ne marchera que si l'administration est managée, dirigée par un ministre qui le décide de le faire. Et là, on se trouve face à un sujet bien connu, c'est que les ministres tournent et que l'administration reste. Donc là, on a un énorme travail à faire de long terme. Et je pense qu'il faut qu'on passe à un stade, j'allais dire, supérieur, c'est-à-dire plus parler seulement au ministre, mais parler à l'administration. Parce que, je fais juste une petite parenthèse sur l'URSSAF, il y a des vrais sujets. Vous avez des sujets d'entreprises fantômes qui sciemment sont des boîtes aux lettres qui récupèrent de la TVA et qui disparaissent. Et donc nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que les contrôles, parce qu'on en a besoin, et on a besoin d'une loi qui soit la même pour tout le monde et qui soit bien appliquée, se concentrent sur les véritables tricheurs et n'harcèlent pas, si j'ose dire, des entrepreneurs de bonne foi qui font face à un environnement complexe, invraisemblable. Vous avez vu dernièrement, il y a cette histoire invraisemblable, des restaurateurs redressés parce qu'ils mangeaient dans leur propre cuisine, encore heureux d'ailleurs, qu'ils n'aillent pas chez des concurrents déjeuner, et qui ont été redressés sur le prix du repas calculé sur la valeur du menu. Alors là, Darmanin a été assez bon parce qu'il a vraiment tout de suite dit, bon écoutez, on arrête les conneries, quoi, en gros. C'est pas exactement ça qu'il a dit, mais c'est ça que ça voulait dire. Et on arrête. Mais j'ai eu la même chose, on a gagné aussi contre l'URSSAF, enfin on a changé la législation, pour les entreprises qui faisaient l'effort de mettre un club de sport à disposition de leurs employés. Donc c'est plutôt des grosses boîtes pour des consultants. Et donc l'URSSAF a imaginé de dire, ah bah oui, c'est un avantage en nature qui vaudrait sur le marché, je sais pas quoi, 60 € par mois. Donc je vous taxe sur les 60 € par mois. Donc comment décourager un patron de vouloir le bien-être de ses salariés, c'est quand même exceptionnel. Donc on a un très gros boulot à faire qui est à la fois législatif, mais aussi culturel sur le long terme. Elisabeth Lévy. Alors là, je pense que je vous encourage vivement à mener ce combat. Je vous raconte juste une autre histoire de restaurant. C'est une dame qui a été redressée parce que son mari, qui était donc le chef dans le restaurant, avait eu un accident. Donc la dame est allée en cuisine. Mais elle n'était pas... sa femme, son épouse est allée en cuisine, mais elle n'avait pas de rôle. Donc elle était... Travail dissimulé. Non mais, et moi, il y a un truc qui m'a beaucoup intéressé, qu'au début du mouvement des Gilets jaunes, et notamment à l'époque des ronds-points, je pense que vous le savez, il y avait beaucoup de chefs d'entreprise. C'était des chefs de petites entreprises. L'URSSAF, c'est un des mots que j'ai le plus entendu. Ça rend les gens dingues. Et alors, au-delà de l'URSSAF, les questions... Non mais, au-delà de l'URSSAF, si vous voulez, les gens se sentent en insécurité, justement, par rapport à des réglementations auxquelles ils ne comprennent rien et qui ne sont pas non plus appliquées avec tout le discernement qu'il faudrait. Vous avez parlé avec beaucoup de diplomatie des agents, mais effectivement, là, vous avez raison de mener ce combat. Moi, en tous les cas, j'ai vu que le maquis administratif dans lequel les Français, chefs d'entreprise ou pas, se sentent pris, est un élément de révolte, mais vraiment très important. Je ne m'en étais pas du tout rendu compte avant. Merci en tout cas de nous faire partager ces propos. Hervé Carmarek, sur ce volet, cette incertitude face au juridique. Oui, redire que nos mandataires, et Yann l'a parfaitement bien dit, font parfaitement leur job à l'URSSAF, en CRA et en IDIRA. Heureusement, on a quand même la possibilité d'expliquer à l'URSSAF quelle est la position de l'entreprise et d'essayer de trouver de bons compromis, même si ce n'est pas toujours très simple. On a la chance quand même sur la région Bretagne, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça ailleurs, mais d'avoir de bons contacts avec les directeurs départementaux et les directeurs régionaux. Et ça nous permet, malgré tout, d'éviter quelques catastrophes. On a eu le cas d'une entreprise qui était redressée pour travail dissimulé et l'ensemble des allègements FIAN ont été repris et on parlait de millions d'euros de redressement et l'entreprise allait au tapis si nous n'étions pas intervenus. Bon voilà, il y a quand même... le rôle d'une union patronale, c'est quand même de se mettre autour de la table avec l'URSSAF en disant, écoutez, là, il y a un danger pour l'entreprise, il y a des emplois à la clé, il y a l'application de la règle, c'est vrai, mais il y a aussi du bon sens, et ça fonctionne. Mais juste,
aller expliquer à un actionnaire étranger, moi ça m'est arrivé, les allègements Fillon. Déjà, le gars, il hallucine parce qu'on donne le nom du ministre il y a 10 ans à une mesure sociale. L'étranger, il ne comprend pas de quoi on parle. Et après, c'est les allègements. Alors, donc en anglais, vous voyez, les allègements de quoi vous me parlez là? Ok, vous payez combien de pourcents de charges sociales? Non, c'est plus compliqué que ça. Ça dépend entre un 5, le 4, le SMIC. Il y a des allègements, il faut faire calculer le bas. Enfin bon, voilà. Donc, on a cette passion de sédimenter des machins qui deviennent incompréhensibles, que plus personne ne comprend, ni le contrôleur, ni le chef d'entreprise, et le mec qui tire dans le tas, quoi. C'est ça l'histoire. Hein. Un peu de simplicité. Yann, un petit mot. Voilà, juste une phrase. Il faut aller parler aux administrations en direct. On ne le fait pas trop mal. Hervé l'a évoqué tout à l'heure. On a des interlocuteurs de qualité et on arrive, même si on n'a pas obtenu ce pouvoir d'évocation des directeurs sur un certain nombre de contrôles avant la phase judiciaire, on arrive à avoir un dialogue de qualité qui évite le pire. Mais si c'est inscrit dans le dur, je pense que ce serait vécu beaucoup plus favorablement par tout le monde. Merci en tout cas de nous faire ce point de synthèse.